mes parents ont dépensé la totalité de mon fonds d'études universitaires de 40 000 € que mes grands-parents m'avaient laissé pour le mariage de rêve de ma sœur parce qu'elle méritait sa journée spéciale et que tu peux simplement obtenir des prêts. Maintenant, 10 ans plus tard, ils croulent sous les dettes de cartes de crédit et me supplient de les aider à les rembourser puisque je réussis si bien. Je leur ai dit de demander à ma sœur et j'ai raccroché. Ils n'ont pas arrêté d'appeler. J'avais 17 ans quand j'ai découvert pour la première fois que le fonds d'études que mes grands-parents avaient créé pour moi existait. Ma mère a lâché le morceau un soir au dîner alors qu'elle et mon père se chamaillaient encore à propos des finances, quelque chose qu'ils faisaient comme si c'était un passe-temps. Eh bien, Dieu merci, Craig a ce fonds d'études de tes parents, sinon nous serions vraiment en difficulté, a-t-elle marmonné entre deux bouchées de pâtes. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Je me souviens l'avoir regardée et avoir demandé, attendez, quel fonds d'études? Elle a cligné des yeux comme si elle avait oublié que j'étais là. C'était la première fois que j'apprenais que j'avais 40 000 € qui dormaient dans un compte bancaire quelque part. Grâce à mes grands-parents, les parents de mon père, qui étaient décédés quand j'étais au collège. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient responsables. Ils vivaient modestement et économisaient ce qu'ils pouvaient. Apparemment, après leur mort, ils ont laissé une partie de leurs économies spécifiquement pour moi, destinée à m'aider pour l'université. Pas pour la famille, pas pour les urgences, pas pour autre chose, juste moi, mon avenir, mon éducation, ma chance de quitter la maison et de faire quelque chose de différent de ma vie. J'étais stupéfait, reconnaissant, bien sûr, mais aussi confus de savoir pourquoi personne ne me l'avait dit. Ma mère a simplement haussé les épaules et dit quelque chose comme « Nous ne voulions pas que tu deviennes prétentieux ou que tu commences à te relâcher à l'école juste parce que tu avais de l'argent qui t'attendait. » Cela ne m'a pas semblé juste, mais j'étais un adolescent qui n'avait même pas encore postulé pour les universités, alors j'ai laissé tomber. Je n'ai pas insisté sur la question. J'aurais dû. Mon nom est Craig. J'ai 32 ans maintenant, et cette histoire me tord encore l'estomac quand j'y pense. À l'époque, nous vivions dans une modeste maison de 3 chambres dans une banlieue calme. Mes parents n'étaient pas des gens terribles. Pas à première vue, en tout cas. Ils travaillaient dur. Mon père était employé des postes, et ma mère était réceptionniste dentaire à temps partiel. Nous n'étions pas riches, mais nous nous en sortions. Je faisais des corvées, je maintenais mes notes, je restais en dehors des ennuis. Je n'étais pas l'enfant chéri, cependant, loin de là. Ce titre appartenait à ma sœur aînée, Mélissa. Mélissa a 4 ans de plus que moi et a toujours été le centre de l'univers aux yeux de mes parents. Elle était pétillante et amusante et avait de grands rêves. J'étais calme, studieux, et apparemment trop sérieux pour mon propre bien. Mélissa n'a pas terminé l'université, mais cela n'a jamais été traité comme un échec. Elle a rebondi d'un emploi à l'autre, boutique, commerce de détail, formation de professeur de yoga, école de photographie pendant 6 mois. Mes parents appelaient cela explorer sa voie. Pendant ce temps, j'ai occupé 2 emplois à temps partiel pendant ma dernière année de lycée juste pour économiser de l'argent pour les manuels scolaires parce que je ne voulais pas toucher à ce fonds d'études avant d'en avoir vraiment besoin. Je suppose que j'avais cette idée naïve que si je travaillais dur et planifiais bien, les choses s'arrangeraient. Quand Mélissa s'est fiancée à 25 ans, la maison s'est transformée en une salle de guerre pour le mariage du jour au lendemain. Échantillons de couleurs, dégustation de gâteaux, visite de lieux. C'était comme un deuxième emploi à temps plein pour ma mère. Mon père ne disait pas grand-chose, mais je pouvais voir le stress ramper sur son visage. Mélissa voulait un mariage de rêve, et elle le pensait vraiment. Elle a trouvé un domaine historique en dehors de la ville avec un escalier en marbre et un forfait calèche. La location à elle seule coûtait plus cher que les voitures de la plupart des gens. Je me souviens avoir plaisanté. À moins que tu n'épouses un prince, je ne sais pas comment on paie pour ça. Personne n'a ri. Ma mère m'a même fait taire. J'avais 19 ans à l'époque, de retour à la maison après ma première année d'université. J'avais choisi une université d'État locale et je faisais la navette depuis la maison pour économiser de l'argent. Chaque fois que je voyais les plans de mariage de Mélissa étalés sur la table de la cuisine, je ressentais un étrange mélange d'admiration et de terreur. Il n'y avait aucun moyen que mes parents puissent s'offrir quoi que ce soit de tout cela. Ils étaient déjà à court d'argent. J'ai pensé que peut-être la famille du fiancé de Mélissa était riche. Je n'ai jamais demandé et personne n'a donné l'information. Puis un jour, environ un mois avant le mariage, j'ai surpris quelque chose qui m'a glacé la poitrine.
J'étais descendu tard le soir pour un verre d'eau. Et mes parents parlaient à voix basse à la table de la cuisine. Ma mère a dit, « Eh bien, une fois que nous aurons utilisé le reste du fonds d'études de Craig, nous serons d'accord. Je devrais juste repousser les soins dentaires d'une autre année. » Mon père a marmonné quelque chose à propos de cartes de crédit et de refinancement. Je suis resté là dans le noir, figé. Je n'ai pas fait un bruit. Je me suis juste retourné et je suis remonté, le cœur battant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas dormi la nuit suivante non plus. Ma tête tournait. Je voulais croire que j'avais mal entendu. Je voulais croire qu'il ne me ferait jamais ça. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la vérité. Ils avaient vidé mon fonds. L'argent que mes grands-parents avaient mis de côté pour mon avenir avait disparu. Englouti par des fleurs et un service de traiteur et des housses de chaises en soie pour un mariage qui n'était même pas le mien. Et le pire, ils ne me l'avaient même pas dit. Ils n'allaient pas le faire. Je les ai affrontés 2 jours plus tard. J'ai attendu le petit déjeuner quand Mélissa n'était pas là. Je tremblais quand j'ai demandé, « Avez-vous dépensé mon fonds d'études pour le mariage ?» Ma mère s'est figée au milieu d'une gorgée de café. Mon père a regardé le mur comme s'il voulait disparaître. Ils ne l'ont pas nié. Ma mère s'est lancée dans un discours sur la façon dont Mélissa méritait sa journée spéciale et comment les mariages n'arrivent qu'une fois dans une vie. Mon père a dit qu'il pensait que je comprendrais parce que j'étais toujours si mature. Je les ai regardés avec incrédulité. Je leur ai demandé comment j'étais censé payer l'école maintenant. Ma mère m'a jeté ce regard dédaigneux et a dit, « Eh bien, la plupart des gens contractent simplement des prêts. Tu iras bien. » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Je ne pense même pas avoir crié. Je me suis juste levé, j'ai attrapé mon sac à dos et je suis parti. Je suis resté chez un ami pendant quelques jours, puis j'ai emménagé dans un appartement bon marché en sous-sol près du campus. J'ai pris plus d'heures à mon travail à temps partiel. J'ai postulé pour des bourses et des subventions et, oui, des prêts. Il m'a fallu 6 ans pour terminer mon diplôme parce que je devais aller à temps partiel certains semestres, mais je l'ai fait sans eux, sans un centime de ce fonds. Le mariage de Mélissa était magnifique, au fait. J'y suis allé parce que je ne voulais pas causer de drame, mais j'ai à peine souri sur les photos. Je me sentais comme un fantôme debout dans le coin, regardant tout mon avenir être versé dans des flûtes à champagne et des sorties sous les cierges magiques. Personne ne m'a même remercié. Mélissa n'a pas mentionné le fonds une seule fois. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était chanceuse d'avoir des parents si solidaires. Avance rapide de 10 ans. J'ai 32 ans maintenant et je me suis construit une belle vie. Je travaille dans la gestion de projets technologiques dans une solide entreprise de taille moyenne. Je ne suis pas millionnaire, mais je suis stable. Je possède un petit appartement, je conduis une voiture décente et mes prêts étudiants sont presque remboursés. Je n'ai pas parlé à Mélissa depuis des années. Nous nous sommes éloignés, et honnêtement, j'ai arrêté d'essayer. Quant à mes parents, nous sommes restés en contact occasionnel, anniversaire, fête, mais ce n'était plus jamais pareil. Quelque chose s'est cassé à l'époque et n'a jamais été réparé. Puis le mois dernier, j'ai reçu un appel à l'improviste. C'était ma mère. Sa voix semblait plus faible que dans mes souvenirs. Elle a demandé comment j'allais, comment se passait le travail, si je fréquentais quelqu'un. J'ai attendu la demande. Elle est arrivée 5 minutes plus tard. Craig, ton père et moi sommes dans une petite situation. Nous avons des dettes. Des cartes de crédit principalement. Cela a pris des proportions incontrôlables. Nous nous demandions si tu pourrais nous aider. Juste un peu. Juste le temps de nous remettre sur pied. Je lui ai demandé combien. Elle a dit environ 32 000 euros. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce n'était même pas un rire cruel. C'était juste de l'incrédulité. Je lui ai demandé pourquoi je devrais les aider après ce qu'ils m'avaient fait. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit que j'étais leur fils. Elle m'a dit que je réussissais si bien et que Mélissa avait eu des années difficiles et ne pouvait pas beaucoup contribuer. Elle a dit qu'ils étaient désespérés. Je lui ai dit de demander à Mélissa. Puis j'ai raccroché. Ils n'ont pas arrêté d'appeler depuis. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Pas tout de suite. Je me disais que je laissais juste la porte ouverte au cas où ils retrouveraient la raison et s'excuseraient ou au moins admettraient que ce qu'ils avaient fait était mal.
Mais j'aurais dû le savoir. Mes parents ont toujours eu cette mémoire sélective. Ils peuvent se souvenir de la marque de gâteau que Mélissa aimait pour son 10e anniversaire, mais ils ont en quelque sorte oublié d'avoir dépensé tout mon fonds d'études pour son mariage. Donc, les appels ont continué à arriver. Au début, c'était juste ma mère. Sa voix passait par mon téléphone comme un fantôme d'une vie que j'avais dépassée. Douce, teintée de culpabilité, commençant toujours par « et, chérie ». Comme si de rien n'était. Les premiers messages étaient émotionnels. Elle parlait de la dette, de la façon dont les intérêts s'accumulaient, de la difficulté à dormir la nuit. « Nous nous noyons, Craig », a-t-elle dit dans un message vocal. Et cela ne semble pas juste que tu ne veuilles même pas nous parler. Juste. Ce mot a résonné dans mon cerveau pendant des jours. Comme s'il avait été juste de dépenser 40 000 € de mon héritage sans même me le demander. Comme s'il avait été juste de me dire de simplement contracter des prêts pendant que Mélissa obtenait une calèche et un groupe de jazz en direct. J'ai ignoré les messages. J'ai gardé la tête baissée au travail, mais quelque chose en moi a commencé à bouillir. Une vieille colère, le genre que je pensais avoir enterré après des années de thérapie et de distance, a commencé à refaire surface. Je n'étais même plus en colère à propos de l'argent. Pas vraiment. J'étais en colère qu'ils ne voient toujours pas ce qu'ils avaient fait, qu'ils se sentent toujours en droit de me demander de l'aide sans jamais assumer la façon dont ils m'avaient laissé tomber. Puis les messages ont changé de ton. Mon père a commencé à appeler aussi, ce qui était inhabituel. Il n'était pas très bavard quand je grandissais, plutôt le genre silencieux avec journal et café noir. Quand il parlait, c'était soit un ordre soit un soupir. Mais maintenant il laissait de longs messages vocaux, sa voix tendue et pleine de frustration. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, Craig, a-t-il dit dans l'un d'eux. Il s'agit de la famille, de la loyauté. Je ne sais pas qui a mis ces idées dans ta tête, mais tu n'es pas meilleur que nous. Pas meilleur qu'eux. Celui-là m'a touché. Je n'ai jamais pensé que j'étais meilleur qu'eux. J'ai juste travaillé très dur pour construire quelque chose pour lequel il m'avait dit que je devrais me battre pour obtenir un prêt. Et maintenant que je l'avais, il voulait une part. Le coup de grâce est venu 2 semaines plus tard. C'était un dimanche après-midi et j'étais assis dans mon appartement en train de manger de la nourriture chinoise réchauffée quand j'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu. Juste une phrase. Tu aurais pu dire non sans être un imbécile égoïste. Pas de nom, pas de contexte. Mais je connaissais la voix derrière. Mélissa. Je ne lui avais pas parlé depuis plus de 5 ans. Elle ne s'est pas présentée à ma remise de diplôme. Elle n'a pas pris contact quand j'ai emménagé dans mon appartement ou quand j'ai été promu l'année dernière. Mais maintenant, soudainement, elle était là, se jetant dans la mêlée comme si je lui devais quelque chose aussi. J'ai fixé le message pendant une bonne minute avant de répondre. C'est drôle venant de quelqu'un qui a dépensé mon fonds d'études pour des pivoines et des centres de table. 3 points sont apparus puis ont disparu puis sont réapparus. Je pouvais l'imaginer en train de taper furieusement, d'effacer, de recommencer. Finalement, elle a répondu, ce n'était pas ton argent. Maman et papa ont dit que c'était pour la famille et je suis celle qui en avait réellement besoin. Cela a brisé quelque chose en moi. Je n'ai même pas répondu. Je suis juste resté assis là, ayant l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Non pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de la facilité avec laquelle il lui venait, à quel point elle était convaincue que cela n'avait jamais été à moi pour commencer. À quel point elle accordait peu d'importance à ce que j'avais sacrifié. Le lendemain matin, j'ai reçu un courrier électronique. C'était de mon père. Ce n'était pas long, mais c'était froid. Clinique. L'objet disait simplement « aide ». Le corps du texte comportait 2 paragraphes sur leurs dettes, leurs paiements, leur situation désastreuse. En pièces jointes, il y avait un document contenant les soldes de leur carte de crédit. La dernière phrase disait « Nous attendons un certain niveau de soutien de la part de notre fils que nous avons élevé et à qui nous avons tout donné. » Tout. J'ai fixé ce mot jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Tout. Ils m'ont tout donné, sauf mon fonds d'études, sauf une chance équitable. Sauf le respect fondamental de me traiter comme si mon avenir comptait autant que le mariage de conte de fées de Mélissa. Cette semaine-là, je n'ai répondu à aucun appel. Je n'ai pas ouvert leur message texte. Je n'ai même pas dit à mes amis ce qui se passait. Je suis juste allé au travail,
Je suis rentré à la maison et je suis resté en silence. Mais sous ce silence, quelque chose changeait. J'ai commencé à creuser. J'ai cherché d'anciens courriers électroniques de mon bureau d'aide financière universitaire. J'ai trouvé les relevés de prêts. J'ai sorti les reçus de mes années de lutte, au sens propre comme au sens figuré, les heures supplémentaires à la librairie, les dîners de nouilles, les stages qui payaient en expérience. J'ai créé un dossier sur mon bureau d'ordinateur et je l'ai nommé « Dette qui n'est pas la mienne ». Puis je suis allé plus loin. J'ai demandé le testament de mes grands-parents aux archives du comté. Je ne savais même pas si je pouvais en obtenir une copie, mais il s'avère que je le pouvais. Cela a pris environ 2 semaines. Quand il est arrivé, je l'ai scanné ligne par ligne, mon pouls battant comme un tambour. Et il était là, noir sur blanc. 4 000 € à conserver en fiducie pour notre petit-fils Craig. À utiliser exclusivement pour son éducation universitaire. Exclusivement. Pas pour la famille, pas pour être emprunté, pas pour être dépensé pour les serviettes en soie blanche de Mélissa et la tour de crevettes, pour mon éducation. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai fixé cette phrase. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Je me sentais justifié et furieux en même temps. Il m'avait menti, non seulement sur l'argent, mais sur son origine, son intention, sa signification même. Et maintenant, il me suppliait de les aider tout en continuant de prétendre qu'ils n'avaient rien fait de mal. La fois suivante où ils ont appelé, j'ai décroché. C'était un mercredi soir. La voix de ma mère est passée par la ligne, fragile et essoufflée. Craig. Oh, Dieu merci. J'ai essayé de. Je l'ai coupé calmement, fermement. J'ai obtenu une copie du testament. Silence. Elle n'a pas demandé quel testament. Elle savait. Je sais qu'il m'était destiné, ai-je dit. Je sais ce que vous avez fait. Elle ne l'a pas nié. Au lieu de cela, elle a soupiré. Cette longue expiration dramatique comme si elle était la victime. Craig, nous essayions juste de maintenir la famille unie. Mélissa traversait tellement de choses et nous pensions que nous pourrions le rembourser plus tard. Mais vous ne l'avez pas fait, ai-je dit, et maintenant vous voulez que je le fasse. Cela fait 10 ans, a-t-elle rétorqué. Tu as du succès maintenant. Pourquoi t'accroches-tu encore à cela? J'aurais pu dire 1000 choses. J'aurais pu énumérer chaque nuit où je suis resté éveillé en me demandant comment je pourrais payer le semestre suivant. Chaque emploi que j'ai pris juste pour m'en sortir. Chaque relevé de prêt que je vérifie encore mensuellement, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai dit, parce que vous n'avez jamais dit une seule fois que vous étiez désolé. Cela l'a fait taire. Je pouvais entendre la voix de mon père en arrière-plan. Étouffé, aigu. Puis il a pris la ligne. Craig, ce n'est pas productif. Tu agis comme un enfant. J'ai failli rire. J'étais un enfant quand vous avez pris l'argent. Maintenant je suis un adulte. Un adulte qui ne vous doit pas un centime. Ils ont tous les deux commencé à parler en même temps. Culpabilité. Honte. Le nom de la famille. Fierté. J'ai écouté un instant, puis j'ai dit calmement, vous auriez dû y penser avant de me voler. Et j'ai raccroché. Je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais juste vide. Mais cela ne s'est pas arrêté là, car environ une semaine plus tard, j'ai découvert que mes parents avaient dit à d'autres membres de la famille que je les abandonnais, que j'étais devenu froid et que j'avais oublié d'où je venais. Je l'ai appris par ma cousine Ella, qui m'a envoyé un message texte me demandant pourquoi tante Linda avait mentionné que je refusais d'aider mes parents mourants. Mourants? Ils n'étaient pas mourants. En difficulté, bien sûr, mais c'était de leur faute. Pourtant, la machine à rumeurs avait démarré. Et Mélissa. Elle l'alimentait, publiant de vagues messages sur les réseaux sociaux au sujet de certaines personnes qui oublient qui les a aimés en premier et de frères et sœurs égoïstes qui jettent la famille comme des ordures. Des captures d'écran de ces publications ont commencé à me parvenir. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années me contactaient soudainement, la plupart avec inquiétude, certains avec jugement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'allaient pas s'arrêter. Pas seulement les appels, pas seulement les messages, mais la campagne, la manipulation, la pression. Ils n'étaient pas seulement en train de se noyer dans les dettes. Ils m'entraînaient sous l'eau avec eux. Et j'avais une décision à prendre,
car je pouvais continuer à les ignorer. Ou je pouvais commencer à prendre des mesures. Des mesures qu'ils ne verraient pas venir. Des mesures qui les obligeraient enfin, à comprendre le poids de ce qu'ils avaient fait. C'est à ce moment-là que le véritable plan a commencé à se former dans ma tête. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai découvert qu'ils avaient dit à la famille élargie que je les abandonnais. J'ai fixé le plafond de ma chambre. Mon appartement, celui que j'ai acheté de mes propres mains, avec mon propre argent, mes propres antécédents de crédit, et j'ai senti quelque chose se fracturer profondément en moi. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il ne s'agissait plus seulement du fond d'étude ou des appels ou des tentatives de culpabilisation. Il s'agissait d'identité, de trahison, du genre de guerre psychologique silencieuse qui laisse des cicatrices invisibles bien avant que l'on se rende compte que l'on saigne. Cette semaine-là, j'ai cessé de répondre à tout le monde. Mon téléphone est resté silencieux. Les réseaux sociaux, le peu que j'utilisais encore, étaient en sommeil. J'ai annulé des déjeuners. J'ai séché la salle de sport. Je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Chaque fois que j'ouvrais un courrier électronique ou que je m'asseyais pour une réunion, je voyais leur visage traverser mon esprit. Les messages textes suffisants et méprisants de Mélissa, le document froid de mon père, les messages vocaux en pleurs de ma mère. J'avais l'impression d'être de retour dans cette maison à 19 ans. Le fil invisible qui n'a jamais eu le gâteau ou les éloges ou la courtoisie de l'équité. J'ai recommencé à boire. Pas lourdement, pas en spirale, mais suffisamment pour que les fins de soirée semblent floues et que les matins semblent secs. Je me suis dit que ce n'était que du stress, juste une phase. Mais je savais que c'était faux. La partie de moi qui avait travaillé si dur pour construire cette vie, pour échapper à la culpabilité, au favoritisme, à la manipulation, se sentait soudainement petite et creuse, comme si peut-être tout ce que j'avais construit n'était qu'un mince bouclier. Et maintenant qu'ils appuyaient dessus, les fissures commençaient à se montrer. Le point le plus bas a été atteint un vendredi soir, peut-être 3 semaines après le dernier appel. J'étais dans le parking de mon appartement, assis dans ma voiture, moteur éteint. Cela avait été une longue semaine. J'avais craqué contre un collègue ce matin-là, j'avais annulé un dîner avec un ami et j'avais manqué un appel de mon patron parce que je ne pouvais tout simplement pas supporter de parler à une autre personne. Dans ce garage, dans le noir, avec rien d'autre que le bourdonnement de la circulation lointaine au-dessus de moi, j'ai commencé à pleurer. Pas fort, pas de manière théâtrale, juste des larmes silencieuses et amères. Le genre dont on ne se rend même pas compte qu'elles arrivent jusqu'à ce qu'elles soient déjà sur le visage. Je me souviens avoir serré le volant et murmuré « Pourquoi n'ai-je jamais été assez bien ?» Cette question m'a hanté pendant des années, à l'école, au travail, à chaque fête où Mélissa avait la meilleure place à table et où l'on me demandait d'être le photographe. À chaque fois que j'accomplissais quelque chose, un devoir parfait, un nouvel emploi, même ma première prime, et que je n'entendais rien d'autre qu'un tiède tant mieux pour toi au téléphone, c'était toujours Mélissa qui étincelait, qui luttait, qui méritait d'être sauvée. Et moi, j'allais simplement bien. Toujours bien, on s'attendait toujours à ce que j'aille bien. Mais quelque chose a changé dans ce parking. Je n'ai pas eu de grande révélation. Pas de montée musicale cinématographique. Juste la réalisation silencieuse et fatiguée que si je ne me sortais pas de là, si je les laissais gagner, même maintenant, je leur donnerais raison. Je serais la version amère, égoïste et brisée de moi-même qu'ils voulaient dépeindre au reste de la famille. Et j'étais tellement fatigué de laisser leur récit définir ma valeur. Alors, j'ai commencé à me reconstruire, doucement, intentionnellement. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir un document vierge sur mon ordinateur portable et de l'intituler « Le dossier de la vérité ». J'ai commencé à écrire. Pas une histoire, pas un plan, juste la vérité. Chaque instant dont je me souvenais, chaque affront, chaque mot froid, chaque fois que j'avais été rejeté, ignoré, qu'on m'avait menti, utilisé. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de se souvenir. Parce que le traumatisme, j'ai réalisé, a une drôle de façon de vous faire remettre en question votre mémoire. Je voulais quelque chose que je pourrais tenir devant moi et dire, oui, c'est arrivé. Tu n'es pas fou. Ensuite, j'ai repris contact avec les personnes qui se souciaient vraiment de moi. Mon meilleur ami, Matteo, essayait de me joindre depuis des semaines. Je l'ai finalement rappelé et je lui ai tout raconté. Il a écouté, n'a pas jugé, n'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, il a juste dit, c'est n'importe quoi,
mec. Mais tu n'es pas seul. Cela signifiait plus que je ne l'espérais. Il m'a invité à dîner avec sa femme et ses enfants ce week-end-là. Nous avons mangé des lasagnes, regardé de vieux films, ri. Je me suis assis sur le canapé avec son petit garçon endormi sur ma poitrine et j'ai senti quelque chose se desserrer en moi. Un nœud dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Je n'avais rien à prouver dans cette pièce. Je n'avais pas à justifier pourquoi je ne voulais pas renflouer mes parents. J'étais juste Craig, un gars qui avait été blessé, mais qui était toujours debout. Au travail, j'ai recommencé à dire oui aux pauses café, aux séances de remue-ménage, aux opportunités de leadership. Ma directrice, Angela, m'a appelé dans son bureau un après-midi et a dit « Tu as été distant dernièrement. Ça va ?» Je lui ai dit que je traversais une épreuve personnelle, mais que j'étais déterminé à rebondir. Elle a hoché la tête, a souri et a dit « Eh bien, tu es toujours l'une des personnes les plus fiables de cette équipe. Fais-moi savoir comment je peux te soutenir. » Et juste comme ça, je me suis senti vu à nouveau. J'ai repris l'écriture d'un journal. Je suis retourné à la salle de sport. J'ai réduit ma consommation d'alcool. De petites étapes, mais chacune comptait. Je n'essayais pas d'être parfait. J'essayais juste de me retrouver, pièce par pièce. Le moi qui existait avant les appels culpabilisants et le vol d'héritage et la dynamique familiale tordue. Une nuit, j'ai rouvert ce dossier de la vérité et je l'ai lu de haut en bas. Puis j'ai écrit une ligne de plus. Cela ne me définit plus. Je ne sais pas pourquoi, mais écrire cela a libéré quelque chose. Pas dans le mauvais sens, dans un sens libérateur. Comme si j'avais finalement reconnu que oui, mon passé était douloureux, mais ce n'était pas toute l'histoire. J'étais plus que le gamin dont les parents l'avaient volé pour acheter des pivoines et une location de voiture de collection. J'étais plus que le petit frère laissé pour compte pendant que l'enfant chéri brillait. J'étais quelqu'un qui y avait survécu et maintenant je devenais quelqu'un de plus fort. Les appels de mes parents ont commencé à ralentir. Je pense que peut-être ils ont réalisé que je n'allais pas plier ou peut-être qu'ils étaient juste trop occupés à essayer de jongler avec leurs créanciers. De toute façon, le silence était un cadeau. Mais Mélissa, elle n'est pas partie tranquillement. Un mois après ma dépression, elle a publié une photo d'elle et de nos parents sur les réseaux sociaux. C'était une vieille photo, probablement de son mariage. La légende disait, quoi qu'il arrive, nous restons toujours ensemble. Certaines personnes oublient d'où elles viennent, mais pas nous. Elle a obtenu plus d'une centaine de mentions j'aime. Quelques amis communs de la famille ont commenté avec des choses comme « Restez fort et la famille d'abord, toujours ». L'un d'eux a même écrit « Certaines personnes sont trop imbues d'elles-mêmes pour se rappeler qui les a nourries. » Celle-là a piqué. Je savais que c'était à propos de moi. Il construisait un récit, me dépeignant comme le méchant, le fils ingrat, l'arrogant qui a réussi et qui a tourné le dos aux personnes qui l'ont élevé. Et cela a fonctionné car j'ai reçu un message texte de ma tante Teresa le lendemain me demandant si j'allais bien et disant qu'elle était déçue d'apprendre que j'avais abandonné ma famille. J'avais envie de crier, mais au lieu de cela, j'ai juste répondu, il y a plus dans cette histoire que ce qu'on vous a dit. Et c'était vrai parce que la vraie histoire ne concernait pas seulement l'argent. Elle concernait les années de travail émotionnel, l'amour inégal, les attentes inexprimées que je serais toujours le plan de secours pendant que Mélissa obtenait les filets de sécurité et les secondes chances. Mais je n'étais pas un plan de secours. Plus maintenant. Cette réalisation, cette conviction profonde et inébranlable que je ne leur devais plus rien a été le premier véritable pas vers la guérison, vers la reprise de mon pouvoir. Et une fois que j'ai eu cela, j'ai commencé à penser à l'avenir, à ce qui allait suivre. Parce que le passé a peut-être façonné qui je suis, mais il ne me possédait pas. Et bientôt, je ferai en sorte qu'ils le comprennent d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Mais je n'allais pas crier. Je n'allais pas me battre. J'allais être calme, méthodique, contrôlé, parce que la meilleure vengeance n'est pas bruyante, elle se mérite. Le matin où j'ai décidé d'agir n'était pas dramatique. Il ne faisait pas d'orage, ce n'était pas symbolique ni baigné d'adrénaline. C'était calme, presque trop calme. Je me suis réveillé avant mon réveil, à 6h13 très exactement, et je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, enveloppé de tranquillité. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Pas de la rage, pas de l'amertume, juste de la clarté.
Ce genre de clarté froide et concentrée qui vient quand on est resté avec quelque chose assez longtemps pour en éliminer le bruit et voir simplement la vérité pour ce qu'elle est. Je n'avais plus rien à leur donner. Ni émotionnellement, ni financièrement, mais j'avais quelque chose d'autre maintenant. Un moyen de pression. J'avais du temps, des ressources, et plus important encore, la vérité, et j'allais l'utiliser. La première chose que j'ai faite a été de recontacter les archives du comté où j'avais obtenu le testament de mes grands-parents. Je leur ai demandé s'il était possible d'obtenir des copies de toute correspondance ou transaction liée à la fiducie. Ils m'ont dit que parce que j'avais la qualité pour agir en tant que bénéficiaire désigné, je pouvais soumettre une demande pour les dossiers de décaissement de la fiducie, fondamentalement une trace écrite de ce qui est arrivé à l'argent après le décès de mes grands-parents. Ce processus a pris 2 semaines, 2 semaines lentes et irritantes pendant lesquelles je me suis occupé avec le travail et des projets et un effort très réel pour éviter de trop réfléchir. Je me suis rappelé que ce n'était pas une question de vengeance pour le plaisir de se venger. C'était une question de responsabilité, de ne plus jouer le rôle du silencieux dans le drame familial. Quand l'enveloppe est finalement arrivée, je l'ai ouverte dans ma cuisine, debout pieds nus sur le carrelage froid, le café oublié à côté de moi. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Un formulaire d'autorisation notarié signé par mes parents autorisant l'utilisation de la fiducie de 40 000 €. Un relevé de transfert bancaire daté d'environ 8 mois avant le mariage de Mélissa. Une brève lettre manuscrite de l'avocat de la succession confirmant que le fonds avait été débloqué en totalité pour des raisons éducatives selon la discrétion du fiduciaire. Basé uniquement sur la déclaration signée de mes parents indiquant qu'il serait utilisé pour mes frais de scolarité universitaire et à des fins éducatives. Sauf que ce n'était pas le cas. Et ils avaient signé cette lettre, tous les deux. J'ai fixé leur signature pendant un long moment, non pas parce que j'en doutais, mais parce que j'avais l'impression de regarder une scène de crime, les boucles soignées et fluides de l'écriture cursive de ma mère. Le griffonnage rigide et incliné des lettres majuscules de mon père. Ils n'avaient pas seulement dépensé l'argent. Ils avaient menti sur papier à un avocat au sujet d'un fonds que mes grands-parents avaient créé spécifiquement pour moi. C'était plus qu'une trahison maintenant. C'était de la fraude. J'ai placé les papiers dans un dossier et je les classais dans le tiroir de mon bureau, sous d'anciennes déclarations de revenus et des copies de passeport. Je n'étais pas encore prêt à les utiliser, mais je savais que je le ferais. L'étape suivante est venue naturellement. J'ai contacté ma cousine Ella, la seule personne de la famille qui avait osé me demander directement ce qui se passait après que les rumeurs ont commencé à voler. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café dans un petit endroit calme du centre-ville. Je ne l'avais pas vue en personne depuis quelques années, mais elle m'a accueilli avec un gros câlin et ce même sourcil levé qu'elle avait l'habitude d'afficher quand notre tante commençait à commérer. « D'accord » a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. « Raconte-moi tout. » Alors, je l'ai fait. Je lui ai décrit la chronologie, le fond, le mariage, les années de silence, la dette, les appels, la manipulation. Ses yeux se sont écarquillés quand j'ai mentionné le testament. Sa mâchoire est littéralement tombée quand je lui ai montré la copie numérisée de la lettre avec les signatures de mes parents. « Craig, c'est grave » a-t-elle murmuré. « Je sais, du genre légalement grave. Ils ont commis une fraude. » J'ai hoché la tête. Et ils essaient de me faire passer pour le méchant. Elle s'est adossée, croisant les bras. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je lui ai demandé quelque chose que je me demandais depuis des semaines. Qui d'autre croit leur version de l'histoire? Ella a hésité. Honnêtement, beaucoup d'entre eux. Tante Linda, oncle Ron, même grand-mère du côté de maman. Ils ont tous parlé de la façon dont tu es devenu froid. Mélissa en a rajouté une couche. Elle a publié une histoire larmoyante sur les réseaux sociaux la semaine dernière sur la perte d'un frère à cause de la cupidité. J'ai secoué la tête lentement. Mais Ella a ajouté en se penchant en avant, tout le monde n'y croit pas. Et s'il voyait ce que tu viens de me montrer, tout le récit s'effondre. C'était ce que j'avais besoin d'entendre, car ma vengeance, ai-je réalisé, n'allait pas consister à crier après mes parents ou à les exposer en ligne ou à les traîner devant les tribunaux. Bien que si on en arrivait là, j'avais les documents prêts. Non, ma vengeance allait être lente, précise. Je n'allais pas les détruire. J'allais démonter le piédestal qu'ils s'étaient construit. Une vérité polie et indéniable à la fois. Et le premier domino, la famille. Ce week-end-là,
j'ai organisé un dîner de retrouvailles avec quelques cousins et de vieux amis de la famille. Rien de trop suspect, juste un petit rassemblement dans un restaurant italien décontracté du centre-ville. Je leur ai dit que j'étais dans de meilleures dispositions mentales et que je voulais reprendre contact. Ils sont venus, 6 d'entre eux, tous des gens qui avaient entendu quelque chose sur le fait que j'avais coupé les ponts avec mes parents. Mais aucun d'eux n'avait entendu ma version jusqu'à ce soir-là. J'ai apporté le dossier. J'ai apporté la chronologie. J'ai apporté ma voix, la même voix calme qu'ils avaient toujours qualifiée de mature, mais qu'ils écoutaient rarement. Et j'ai tout déballé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas accusé. J'ai juste dit la vérité. À la fin du repas, 2 cousins étaient visiblement secoués. L'un a proposé d'écrire une lettre de soutien au cas où j'en aurais jamais besoin légalement. Un autre m'a serré dans ses bras si fort que j'en ai presque perdu le souffle et a chuchoté « Je suis tellement désolé. » Je n'en avais aucune idée. La nouvelle s'est répandue rapidement après cela. Je n'avais pas demandé à ce que ce soit le cas, mais c'est arrivé. De la même manière que les rumeurs s'étaient répandues contre moi, maintenant la vérité se répandait pour moi. C'était comme une ondulation, d'un cousin à l'autre. D'un fil de messages au suivant. Les gens ont commencé à me contacter, non pas avec des jugements, mais avec des excuses, avec des questions, avec de la sympathie. J'ai reçu un message de ma tante Sharon, quelqu'un qui ne m'avait pas parlé depuis des années, disant qu'elle voulait parler. Elle a dit qu'elle avait vu les documents, qu'elle me croyait. Je n'ai pas répondu. Pas encore, parce que je n'avais pas fini. Ensuite, j'ai rencontré un avocat spécialisé dans l'immobilier et les successions, recommandé par un ami. J'ai tout apporté. Le testament, la lettre, le transfert bancaire, les messages. Je lui ai dit que je n'étais pas encore intéressé par des poursuites judiciaires, mais que je voulais connaître mes options. Il a été direct. Techniquement, il s'agit d'une fraude fiduciaire. Le fiduciaire, qui je suppose était votre père, a utilisé des fonds sous de faux prétextes. Il y a un délai de prescription, mais étant donné les preuves et l'impact continu, vous pourriez absolument monter un dossier. Est-ce que ça leur ferait du mal? Il a penché la tête. Financièrement, oui. En termes de réputation, encore plus. Et si vous demandez s'il risque une peine de prison, c'est peu probable, mais pas impossible, surtout si les services fiscaux s'en mêlent. Je suis sorti de cette réunion avec plus de paperasse, plus de preuves, plus de pouvoir. Mais je n'avais toujours pas décidé jusqu'où j'étais prêt à aller. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de punition. Il s'agissait de justice, de guérison. Et parfois, la justice ne signifie pas des procès. Parfois, cela signifie simplement que la vérité voit le jour. J'ai attendu. J'ai observé. Puis, 2 semaines plus tard, Mélissa a publié une vidéo. C'était sur ses réseaux sociaux, publics, bien sûr. Elle était assise sur son canapé dans une pièce doucement éclairée, portant un pull à capuche et sans maquillage, le look classique de la personne vulnérable. Elle parlait de famille, de trahison, de la façon dont certaines personnes laissent le succès les transformer en étrangers. De la façon dont l'une des choses les plus difficiles dans la vie est de réaliser que votre propre frère vous considère comme jetable. Il y avait de la musique en fond. Un piano triste. Les commentaires ont afflué. Tu ne mérites pas ça. Certaines personnes oublient qui les a élevées. Reste forte, reine. J'ai senti mon estomac se retourner, mais je n'ai pas commenté. Je ne lui ai pas envoyé de message texte. J'ai juste cliqué sur télécharger et j'ai sauvegardé la vidéo dans un dossier étiqueté et campagne de manipulation parce qu'il était presque temps. Non pas d'exploser, mais d'exécuter, de faire un mouvement qu'il ne verrait jamais venir. Le moment où j'ai exécuté le plan était si calme que cela a presque semblé décevant. Pas de feu d'artifice, pas de porte qui claque, juste un seul courrier électronique envoyé par un mercredi après-midi nuageux depuis le coin tranquille d'un café. L'objet était simple. Clarification concernant les récentes allégations familiales. Et la liste des destinataires, c'est là qu'était le vrai coup de poing. 23 noms, chaque tante, chaque oncle, chaque cousin qui m'avait envoyé des messages à moitié inquiets, à moitié condamnateurs au cours des derniers mois. L'administrateur du groupe de la famille élargie sur les réseaux sociaux. Même la belle-mère de Mélissa, qui avait partagé cette histoire larmoyante que Mélissa avait faite à son propre cercle d'amis de l'église,
apparemment pour qu'ils puissent tous prier pour la réconciliation. J'avais débattu pendant des semaines pour savoir si je devais suivre cette voie, si je devais répondre tout court. Mais après avoir vu Mélissa redoubler d'efforts sur son récit public, déformant l'histoire pour me faire passer pour un fils cruel et égoïste qui a abandonné ses pauvres parents vieillissants, je savais que le silence n'était plus une force. C'était une capitulation et je ne capitulais plus jamais devant eux. Le courrier électronique faisait 3 pages. Page 1, la chronologie, les dates, les faits, un langage calme, pas de commentaires éditoriaux, juste ceci est arrivé, puis ceci, puis cela. J'ai même inclus des reçus, joint des copies numérisées des documents de fiducie originaux, la lettre signée de l'avocat de la succession, et les relevés bancaires montrant le retrait marqué pour un décaissement éducatif. Page 2, mon histoire. Pas en colère, pas accusateur, juste honnête. J'ai expliqué ce que l'argent signifiait pour moi, comment j'avais découvert qu'il avait disparu, ce que j'avais traversé pour terminer l'école par moi-même. J'ai parlé des nouilles, des nuits tardives, des appels d'aide financière rejetés. Je ne me suis pas dépeint comme une victime. Je me suis dépeint comme quelqu'un qui a survécu malgré leur choix. Page 3, la manipulation. J'ai inclus des captures d'écran des vagues campagnes de publication de Mélissa sur les réseaux sociaux. Son message texte me traitant d'imbécile égoïste. Le message vocal que mon père a laissé me traitant de honte pour la famille. J'ai même inclus une citation du message vocal de ma mère sur la façon dont cela fait 10 ans et que tu devrais avoir tourné la page maintenant. J'ai terminé le courrier électronique avec ce paragraphe. Je n'envoie pas ceci pour faire honte à qui que ce soit. Je l'envoie parce que la version de l'histoire qui circule est non seulement fausse, elle est dangereuse. J'ai passé des années à rester silencieux, supposant que la vérité parlerait d'elle-même. Mais ce n'est pas le cas. Et maintenant, je parle pour moi-même. Si vous choisissez de croire leur version, c'est votre droit. Mais vous le ferez en pleine connaissance de la vérité, pas du conte de fées. Puis j'ai cliqué sur envoyer. J'ai fixé la confirmation d'envoi du message pendant un long moment. Mes mains étaient stables. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je me sentais centré, comme si je venais enfin de remettre la dernière brique en place après un long effondrement. Je n'ai rien entendu pendant une journée. Puis les réponses ont commencé. Certaines ont été immédiates. L'une de ma tante Leia. Craig. Je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé. Une autre de mon cousin Nathan. Cela change tout. Je me sens mal d'avoir jamais douté de toi. Une troisième plus mordante. J'ai toujours su que quelque chose clochait dans la façon dont Mélissa en parlait. Merci d'avoir été assez courageux pour montrer la vérité. Et puis, 2 jours plus tard, j'ai reçu l'appel. C'était de mon père. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, la voix tendue et furieuse. Tu n'avais pas le droit d'étaler les affaires familiales comme ça. Nous essayons de protéger Mélissa et tu nous as humiliés. J'ai sauvegardé le message, je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre appel. Cette fois, ma mère. Craig, s'il te plaît, a-t-elle dit dans un chuchotement étouffé par les larmes. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Les gens nous appellent, nous jugent. Ton père n'arrive pas à dormir. Mélissa n'est pas sortie de la maison. Est-ce cela que tu voulais? Je n'ai pas répondu à celui-là non plus parce que la vérité est que ce n'était pas ce que je voulais. C'était ce qu'il méritait. Pourtant, je n'avais pas fini. J'ai recontacté l'avocat de la succession, celui qui s'était occupé du testament de mes grands-parents. J'ai expliqué la situation, demandé quelles options étaient sur la table, étant donné l'intention forgée et la fausse utilisation des fonds. J'ai précisé que je n'étais pas intéressé par des accusations criminelles, mais que je voulais une reconnaissance légale au dossier que la fiducie avait été violée. Il l'a pris au sérieux. Il s'avère que, même si l'argent avait disparu depuis longtemps, la trace écrite était suffisamment récente. Et parce que la fiducie était désignée exclusivement pour un usage éducatif en vertu d'un accord formel, la mauvaise utilisation, surtout lorsqu'elle était prouvée par de fausses déclarations, était qualifiée de manquement à l'obligation fiduciaire. C'est alors que j'ai fait mon mouvement. J'ai demandé à l'avocat de rédiger une lettre formelle, une lettre qui incluait les documents, le testament et les relevés bancaires. Elle était adressée directement à mes parents, certifiée et signée.
et elle disait en langage juridique prudent que j'avais maintenant la preuve légale complète du détournement des actifs de la fiducie et que je me réservais le droit de poursuivre des sanctions civiles ou une restitution en justice. Je n'ai pas menacé de les poursuivre. Je n'en avais pas besoin. L'implication suffisait. Ils sont restés silencieux pendant 2 semaines. J'ai découvert plus tard par Ella qu'ils avaient annulé des vacances qu'ils avaient prévues et qu'ils avaient commencé à parler discrètement à un conseiller financier de la vente de leur grand véhicule. Mélissa s'est apparemment déconnectée des réseaux sociaux et a fait une véritable dépression lorsqu'elle a réalisé combien de personnes s'étaient retournées contre elle. Mais ce qui m'a vraiment stupéfié, c'est la lettre que j'ai reçue par la poste de mon père. Manuscrite, 3 pages. Ce n'étaient pas des excuses, pas vraiment, mais cela dansait sur les bords. Il a parlé de faire ce qu'il pensait être juste à l'époque, de la difficulté de dire non au rêve de Mélissa, de la façon dont lui et ma mère n'avaient jamais pensé que cela reviendrait comme ça. Il a dit qu'ils avaient honte de la façon dont ils avaient géré les choses. Qu'ils ne réalisaient pas à quel point les dégâts étaient profonds. Le dernier paragraphe. Nous ne t'avons jamais vu souffrir. Nous te voyons comme le fort. C'était peut-être notre erreur. C'est peut-être pour cela que nous nous sommes reposés sur toi. Mais je vois maintenant que la force ne signifie pas que quelqu'un ne se brise pas en dessous. Je n'attends pas de pardon. Juste de la compréhension. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas mis en colère. J'ai juste plié la lettre soigneusement et je l'ai placée dans le dossier avec tout le reste. Puis j'ai fermé le dossier pour la dernière fois. Mélissa n'a pas pris contact depuis. Pas un message texte, pas un commentaire, rien. J'entends dire qu'elle garde la tête baissée, qu'elle va peut-être même en thérapie. Cette partie ne m'importe plus. Ce qui compte, c'est ceci. L'histoire est à nouveau la mienne. Pas la leur. Je ne suis plus le silencieux. Je ne suis plus le plan de secours. Je ne suis plus le fonds d'urgence sous forme humaine. Je suis juste Craig, 32 ans, sans dette. Libre de plus de façons que je ne l'ai jamais été. Et pour la première fois de ma vie, quand je pense à mon avenir, il n'y a pas d'amertume dedans. Aucun poids ne me tire vers l'arrière. Juste de la possibilité, juste de la paix. Et ça, c'est le véritable héritage que j'ai donné.